Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 septembre 2024. Et comme nous vous l'avons toujours dit, fidèle à notre rendez-vous, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Grand Angle. Et c'est dans ce cadre que nous allons essayer d'aborder un peu le contexte qui a prévalu ces derniers temps au niveau de l'actualité nationale et peut-être internationale. Et ensuite, nous allons évoquer quelques aspects de l'actualité congolaise avant que nous rentrions dans le vif du sujet que vous connaissez, puisque je vous avais prévenu la dernière fois que Grand Angle a atteint 1 an. Donc, nous sommes pratiquement en train de fêter le premier anniversaire de l'émission Grand Angle. Au départ, c'était inimaginable, mais les choses, finalement, se sont très bien réalisées. Maintenant, pour rappel, je tiens à dire, en ce qui concerne l'actualité, qu'au niveau du Congo, nous avons été préoccupés par un certain nombre d'aspects. Le premier aspect qui nous a préoccupés, c'est cette affaire de la menace d'expulsion du territoire français de notre compatriote, le leader d'opinion, l'activiste André Bitumba alias Faye Mounama, pour lequel finalement il y a eu une grande mobilisation de tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, et qui se sont levés pour s'opposer. On ne dirait pas pour s'opposer, mais qui ont remis cette situation entre les mains de la justice en espérant que le droit soit dit, qui ont fait confiance à la justice française et qui ont fait confiance aux avocats qui avaient choisi de défendre André Bitumba alias Faye Mounama. Finalement, les choses se sont bien passées et le dénouement a eu lieu que nous considérons extrêmement heureux. Et Faye Mounama est libre aujourd'hui de tous ses mouvements à Paris. Il a rejoint sa petite famille. Je suppose qu'il a rejoint son travail. Et nous ne pouvons que nous réjouir de la petite contribution que nous avons apportée pour que cela puisse se réaliser. Malheureusement, quelques jours après, nous avons été surpris par une autre nouvelle extrêmement préoccupante. C'est l'agression violente et sauvage de notre compatriote, le journaliste Gis Fortuné Mbemba Ndombe, qui a été agressé, semble-t-il, dans la station de Corneille-Essonne sur le RER7, le RERD plutôt, et qui finalement a été attaqué au couteau. Il semble, et ça nous a réjouis, que quelques-uns des agresseurs ont été arrêtés et que l'affaire suit son cours. Suite à cette dernière affaire, nous avons tenu à appeler les Congolais qui se battent pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice sociale, pour la prospérité pour tous, pour la paix, pour le développement du Congo, pour le devenir et l'avenir du Congo. Nous les appelons à beaucoup plus de vigilance, car ce combat est jonché de beaucoup d'obstacles. Et il n'est pas question pour nous de ne pas être vigilants et de céder sur un certain nombre de points. Voilà quelques aspects. Maintenant, le troisième aspect que je vais apporter. Nous sommes aujourd'hui le 28 et vous savez qu'on est très proche de la rentrée scolaire. Certains d'entre nous sont des pères, d'autres sont des grands-pères ou des grands-mères ou des grandes sœurs, etc. Et malheureusement, cette rentrée, je l'avoue, doit se dérouler dans un contexte extrêmement difficile. Vous avez suivi les déclarations du Premier ministre le 21 juin 2024. Les retraités ont suivi les conclusions qui ont été tirées de la rencontre entre le Premier ministre et les responsables des syndicats, je crois le 23 juillet. Et on se rend compte qu'il y a effectivement des difficultés à ce que les salaires soient payés, les pensions, les bourses et un certain nombre de dépenses qui sont très liées à cette rentrée scolaire. C'est pour ça que nous nous battons et c'est pour ça que nous appelons à beaucoup de vigilance. C'est pour ça que nous demandons aux gens d'être très, 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 très prudents et surtout en ce qui concerne les retraités. Nous ne pouvons que leur rappeler l'engagement que le Premier ministre a pris, à savoir que nous n'entrerons pas en 2025 avec des arriérés au titre de l'année 2024, des arriérés de paiement de pension. Et nous sommes aujourd'hui en fin septembre, ce qui veut dire qu'entre le 1er octobre et la fin du mois de décembre, il faut que l'État soit en mesure de payer aux retraités les pensions de
de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre, ce qui ne semble pas être une chose facile. Mais nous avons assez souvent donné notre opinion en disant qu'il ne fallait pas sous-estimer et qu'il ne fallait pas ignorer une dimension importante pour collecter cet argent. C'est par rapport à la lutte contre la corruption. Mais nous allons y revenir. Maintenant, s'agissant du thème d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il s'agit du premier anniversaire de l'émission Grand Angle. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous tenons d'abord à jeter des fleurs et à remercier l'équipe de Télé TV R7 qui a bien accepté de nous accueillir pour organiser cette émission. Et je le dis pourquoi? Mais parce qu'au Congo, dans notre pays, les partis de l'opposition sont pratiquement interdits d'accès aux médias d'État, qui sont véritablement caporalisés. Médias dans lesquels il y a véritablement le culte de la personnalité. Et même lorsque nous faisions des conférences de presse et qu'on invitait ces médias d'État, mais je crois qu'on accordait à peine 2 ou 3 secondes de passage, mais avec les médias en ligne comme Télé R7, nous avons pu avoir l'occasion de nous exprimer, de donner nos points de vue, de développer nos thématiques et nous allons y revenir. En fait, lorsque nous avons accepté de réaliser l'émission Grand Angle, nous avions pour principal objectif, et nous l'avons dit dès la première émission, dire la vérité aux Congolais, donner la bonne information, faire en sorte qu'ils puissent être toujours bien informés des véritables raisons qui font de certaines décisions. Nous ne dirons pas que nous avons réussi à le faire en tout, mais aujourd'hui, nous réussissons. Et nous félicitons l'équipe de Télé TV R7 d'avoir réussi à faire que nous ayons respecté l'engagement que nous avons pris. Cet engagement, c'était lequel? C'était que chaque samedi, nous soyons en mesure de produire une émission. J'ai entendu des voix s'élever pour dire, est-ce qu'ils tiendront le coup? Est-ce qu'à chaque semaine, ils auront un thème ou une thématique à développer? Ils pensaient qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, faute de thème. J'en riais et je leur ai dit tout simplement, tant qu'il y a la vie politique, tant que le Congo vit, nous aurons toujours et toujours des thèmes qui seront développés à ce sujet. Donc, à cette occasion, je dois rappeler que nous avons eu l'occasion de développer plusieurs thèmes, plusieurs thématiques. Et nous les avons abordés avec franchise. D'aucuns d'entre vous ont même eu peur que l'on puisse développer un certain nombre de thèmes parce qu'ils estimaient qu'au Congo, si on le faisait, on n'aurait pas la sécurité ne serait pas garantie. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que nous soyons arrivés à bon port. Je sais, j'ai reçu beaucoup de commentaires. L'une des critiques qui nous a été formulée, que j'ai retenue fortement, c'est le regret de beaucoup de téléspectateurs que ce qui se dit en français, dit-on parfois en gros français, ne soit pas dit soit en lingala, soit en mungutuba pour que ça soit compris par la base, parce que ce que nous disons semble être très important. C'est une de nos faiblesses. Nous essaierons de voir comment la corriger et nous essaierons de voir à l'avenir, quand nous allons organiser les émissions, comment nous pourrons intégrer, comme certains le font dans d'autres pays, une petite séquence soit en mungutuba, soit en lingala. Et je crois que ce serait une très bonne chose. Ensuite, nous avons reçu beaucoup de commentaires. Il y en a qui nous ont attaqués, mais c'est ça la démocratie. Dans la démocratie, il faut accepter le droit à la différence. Nous n'avons jamais demandé aux Congolais, aux téléspectateurs, de partager absolument le même avis que nous. Parce que ce que nous faisons, ce sont des débats que nous lançons. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Maintenant, au moment où nous fêtons pratiquement ce premier anniversaire, c'est bien de s'en réjouir. Mais ce qui est plus important et que je vais essayer de faire avec vous, c'est d'essayer de me pencher sur ce que je considère ou nous considérons comme quelques chantiers que nous avons ouverts grâce à l'émission Grand Angle. Le premier grand chantier que nous avons ouvert, c'est celui du respect des lois et règlements de la République en général et en particulier de la Constitution. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette synthèse, nous pouvons juste rappeler un certain nombre de choses. La première chose que nous tenons à rappeler dans ce cadre,
c'est la déclaration du président Laurent Gbagbo, qui dit tout simplement que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. C'est suffisamment important parce qu'on peut aller recourir au-delà de cette définition à rechercher l'indice de démocratie de tel ou tel autre pays, mais cette déclaration est déjà suffisamment importante. La deuxième déclaration que nous jugeons importante, surtout pour les Congolais, et sur laquelle nous sommes régulièrement revenus, et les Congolais s'en sont rendus compte, c'est la déclaration de l'opposant, Denis Sassou Nguesso, en novembre 1988, lorsqu'il dit « J'insiste pour dire que jamais je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. » Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Et nous avons dit, que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions et j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. C'est également sur cet aspect que nous pensons qu'on devra avoir une visibilité sur le respect des lois et règlements de la République. Toujours faisant allusion aux déclarations, nous allons nous pencher sur l'une des déclarations faites par le président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation en 2020, lorsqu'il dit que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Pour vous dire qu'au-delà de tout ce qui a été dit, tout cela se résume en une phrase simple. La Constitution est sacrée et notre responsabilité, c'est de la respecter. Personne n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. C'est ça que nous devons intérioriser et que nous devons tirer comme leçon de ce point de vue. Le deuxième chantier que nous avons ouvert, qui n'est pas encore terminé, mais que je considère qui est très très important, qui a fait l'objet au cours de ces derniers temps des débats intenses, même au sein du Parlement, c'est le problème des terres. Nous accordons beaucoup de crédit et beaucoup d'importance à ce problème parce que nous considérons, d'ailleurs notre constitution est claire là-dessus, la terre c'est vraiment fondamental pour notre existence et nous ne pouvons pas. C'est pour ça que lorsque nous avons choisi de défendre et d'évoquer ce problème, nous avons clairement énoncé que les Congolais, tant de la diaspora que de l'intérieur du pays, ont dit non à la vente des terres, non à la cession sous quelque forme, que ce soit des terres congolaises au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je sais que le débat sur cette question a été passionnant, bien qu'il y ait eu beaucoup de non-dits, bien que beaucoup d'aspects n'aient pas été touchés. Et je pense
que parmi les aspects qui n'ont pas été touchés, je dois dire que beaucoup de Congolais, dans les commentaires qu'ils ont faits, ont regretté ne pas en savoir plus sur la rencontre qui avait eu lieu le 27 juillet 2021 entre le ministre des Affaires foncières et l'ambassadeur rwandais qui était soi-disant venu chercher des titres fonciers pour des terres que le Congo avait offertes à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus, nous n'y reviendrons pas. L'autre aspect important qui a préoccupé les Congolais, c'est toujours cette déclaration de cette chaîne de télévision rwandaise. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. De terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Du 30 mars 2024, qui a fait apparaître que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé rwandais avait visité sur le territoire congolais 2 sites de terrain dont la superficie cumulée faisait 980 km² qui avaient été offerts par le Congo au Rwanda. Mais au-delà de ça, de ces non-dits, de ce silence, de ces zones d'ombre, il y a des questions précises qui ont été posées quand nos gouvernantes et gouvernants rwandais. Une des questions essentielles, c'était de savoir sur la base de quels critères et de quelles études les sites offerts soi-disant aux Rwandais avaient été localisés dans la partie sud, qui ne couvrait que 106 000 km², alors que la partie septentrionale qui recouvrait près de 235 000 km², n'avait bénéficié d'aucune de ces localisations. Nous avons également eu d'autres problèmes, des questions qui ont été posées, à savoir sur quelle base le Rwanda a été choisi, alors que pour beaucoup d'experts dans la matière, le Rwanda n'a pas une expérience avérée en matière de culture de recherche. Bref, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites, mais le terrain, il reste ouvert, mais avec une constance. Et cette constance, c'est que dans cette démarche entre le Congo et le Rwanda, beaucoup de Congolais estiment qu'il faut privilégier les relations de bon voisinage, notamment avec des pays voisins immédiats comme la République démocratique du Congo et l'Angola. Et d'autres estiment, comme moi, que les terres congolaises ne doivent pas servir à fournir les moyens financiers qui devraient permettre de perpétrer ou de continuer la guerre à l'est de la RDC et à perpétrer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le deuxième chantier que nous avons considéré comme ouvert. Le troisième chantier que nous avons considéré comme ouvert, qui est lié certainement au second, mais nous ne serons pas longs, c'est le complot international contre le Congo. Et contrairement à ce qui peut se dire, le silence qui habite cette affaire inquiète beaucoup de Congolais. La révélation n'a pas été faite par Clément Nyirassa. La révélation n'a pas été faite par un citoyen congolais. La révélation a été faite par M. Laurent Sokoko. Moi, quand j'ai parlé d'Éric Christet, le fils du président Sassou Nguesso, quand il voulait faire le coup d'État à son père,
Mais aujourd'hui, on doit démontrer quand même quelques preuves pour que les gens sachent que les choses que nous avons en train de mobiliser le peuple, c'est sérieux. Le monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président Dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père Denis Sassou Nguesso. Un citoyen angolais, panafricaniste, PDG de la Sokoko Holding, qui travaille dans le domaine du pétrole et de la pêche maritime, qui a révélé effectivement, parce que lorsqu'on parle de la tentative d'assassinat d'un chef d'État, surtout le chef de l'État du Congo, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu'en être préoccupés. Mais aujourd'hui, depuis que cette affaire a été soulevée, c'est vrai que le silence était observé d'abord devant les nombreuses vidéos que Laurent Sokoko avait pu réaliser à cet effet, mais depuis que nous en avons essayé d'en faire le relais, et si je crois me souvenir, nous en avons fait le relais lors de l'émission Grand Angle du 3 août 2024, depuis jusqu'à ce jour, c'est le silence complet, alors que nous pensons qu'il s'agit des problèmes qui touchent à la paix, à la sécurité de notre pays, et que les dispositions devraient être. Peut-être pense-t-on que le problème est sensible, mais à partir du moment où on parle d'assassinat des chefs de l'État, ce problème, selon nous, devient public et on devrait pouvoir avancer. Maintenant, le quatrième chantier auquel nous avons apporté beaucoup de l'importance, qui peut être libellé de plusieurs manières. On peut parler de lutte contre la corruption, mais moi je préfère assez souvent parler de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et je le parle sous ce langage, mais parce que le 14 août 2009, lors de sa prestation de serment, le président de la République avait déclaré que je ne surprends personne en affirmant que malgré les efforts multiformes qui ont été déployés, notre pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de népotisme, de détournement de fonds publics, de fraude. Et il a bien conclu. Là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et je ne surprends aucun Congolais en disant que, après cette déclaration que je considère comme forte, depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, aucun gouvernant n'a été mis en cause dans une telle démarche. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dans son message sur l'état de la nation en 2016, le président de la République a parlé de la rupture s'agissant de la lutte contre la corruption. Et les Congolais se sont dit que les choses allaient bouger. Malheureusement, nous avons constaté que rien n'avait absolument bougé. Dans son message sur l'état de la nation en 2017, le président de la République a tenu lui-même à relever avec force qu'il déplorait le fait que le mot rupture qu'il avait utilisé ait été tourné pratiquement en dérision à beaucoup de niveaux de responsabilité. Et quand nous arrivons en 2018, c'est là qu'il fait la déclaration que je considère comme une référence lorsqu'il dit face aux délits économiques quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Seul prévaudra la loi. Et les Congolais sont surpris. Parce qu'en dépit de toutes ces déclarations, en dépit de l'existence de nombreux dossiers, avant on pouvait se plaindre. On a entendu même certains gouvernants dire à une époque donnée qu'il n'y avait aucune plainte qui a été déposée. Mais en dépit de ça, les dossiers, et nous avons dit que chaque fois que nous aurons l'occasion d'y revenir, nous y reviendrons. Parlons des excédents budgétaires qui sont estimés par certains analystes à près de 14 000 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, plus de 3000 questions sur Internet et sur WhatsApp. Donc on en a sélectionné quelques-unes. Comment vous allez faire? Ah bon. On va en poser quelques-unes. La première de Karine Wesso. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas
donné à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Parlons plus proche du nous du FIGA. Parlons de l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Parlons des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Parlons de la publication faite par une ONG qui fait apparaître entre 2020 et 2022. Il y a 160 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère de la Santé. Parlons des 9 milliards des représentants des pensions de novembre et décembre 2016 qui avaient été virés du Trésor dans un compte de la CREF à la LCD, mais qui auraient dit-on disparu, et le dossier se présenterait pratiquement à la justice. Non, il y a véritablement un problème. Mais lorsqu'on parle de ce cas, le cas le plus frappant et ce qui touche les Congolais, c'est la déclaration qui a été faite par le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Le 9 décembre 2023, à cette occasion, le président de cette institution avait déclaré que son institution avait procédé à une trentaine d'enquêtes et d'investigations, qu'elle avait reçu des plaintes, qu'elle avait également reçu des dénonciations et qu'elle était arrivée à un niveau où elle était prête à délibérer, à publier les résultats et à faire la saisine au niveau de la justice. Figurez-vous que depuis le 9 décembre 2023 jusqu'à ce jour, rien, absolument rien n'a été fait. Ce qui ne fait que nous donner la conviction, la ferme confirmation qu'il y a une volonté des gouvernants de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Mais au-delà du chantier vers lequel nous devons nous pencher, c'est celui qui concerne la misère et la souffrance du peuple. À ce propos, il faut rappeler que depuis plus de 10 ans, le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants n'ont pas pu apporter jusqu'à ce jour des solutions idoines et appropriées de sortie de crise. Ils ont pensé en cela à aller vers le Fonds monétaire international, d'ailleurs dans le cadre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un premier accord avait été signé en juillet 2019. Le Congo n'a pas été en mesure de respecter les engagements qu'il avait pris. Un second accord a été signé en janvier 2022, un accord triennal qui se termine incessamment et pour lequel, jusqu'à aujourd'hui, 5 revues ont été faites et 5 revues ont été déclarées satisfaisantes. Malheureusement, la situation ne fait qu'empirer. Les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans une misère et dans une souffrance indescriptible. C'est pour ça que nous attirons l'attention des gouvernants. Et c'est pour ça que les Congolais reviennent à la question de savoir où va l'argent du pétrole, où va l'argent du Congo, où va l'argent des mines, où va l'argent du bois. Lorsqu'on jette un regard sur le budget de l'exercice 2024, il faut retenir qu'il a été retenu en recette à 2605 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales ont été fixées à 935 milliards. Les autres recettes à peu près à 1530 milliards. Donc 1460 milliards de recettes pétrolières. Et bien, tout le monde sait aujourd'hui que le pétrole s'est très, très bien comporté. Au cours des 2 premiers trimestres, il a été largement, en ce qui concerne le pétrole congolais, au-dessus des $80, c'est-à-dire largement au-dessus de la prévision qui était faite autour de 75-77 $. Où va l'argent du pétrole? Et si on revient sur cette situation, regardez, on est pratiquement à la rentrée scolaire. Regardez les difficultés de paiement des salaires. Regardez les difficultés de paiement des pensions. Regardez toutes les autres difficultés. Et il est difficile que l'on puisse avancer dans ce cadre. C'est pour ça que l'on dit et que nous avons souvent pensé que pour avancer, il fallait utiliser un certain nombre de pistes. Parmi ces pistes, il y a
la réduction du train de vie de l'État, qui fait penser d'ailleurs à ce qui a été réalisé au Nigeria, où le président Tinubu a réduit son salaire de 50%. Il y a d'autres mesures drastiques concernant les dépenses du gouvernement qui ont été prises. Qu'attend-on au Congo pour aller à la réduction du train de vie de l'État? Qu'attend-on au Congo pour aller vers une grande, dure et farouche opération, coup de poing, lutte contre la corruption, pour récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État et essayer d'avancer? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que même la promesse faite par le Premier ministre selon laquelle les retraités ne connaîtront pas avant à l'entrée de l'année 2025 des retards de paiement de pension, cela s'avère faux. Parce que déjà, si on comptabilise, on a déjà le mois de juillet, on a le mois d'août et il y a le mois de septembre qui s'ajoute, qui se constituent pratiquement des arriérés, des arriérés de pension. Et je ne vois pas quel est le miracle qui va être fait pour que en 3 mois, c'est-à-dire en octobre, novembre et décembre, que l'État congolais puisse payer pratiquement 6 à 7 mois de pension. Donc, c'est pour ça que nous attirons l'attention et que nous revenons sur le fait que la misère et la souffrance des Congolais atteint un point que l'on peut considérer comme intolérable et inacceptable. Maintenant, le prochain point concernant le chantier que l'on peut faire apparaître, c'est celui de la gouvernance électorale. Puisqu'on en parle, il y a une élection, semble-t-il, en 2026 qui pointe à l'horizon. Mais peut-on aller à une élection présidentielle dans ces conditions? Surtout que le constat a régulièrement été fait que les concertations politiques qui ont été faites depuis 2009 n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Les problèmes de l'indépendance de la commission électorale indépendante n'ont jamais été résolus. Le problème de la maîtrise du corps électoral n'a jamais été résolu. Le problème de la fiabilité des listes électorales n'a pas été résolu. Et nous avons déjà dit, par haute et intelligible voix, que les résultats du recensement qui a été fait en 2023 posent de sérieux problèmes qui méritent d'être discutés, même si il semblerait qu'au cours d'un conseil des ministres, le gouvernement a déjà annoncé que l'opération s'était passée dans des conditions certainement efficaces et idéales. Mais l'analyse détaillée des chiffres qui apparaît que nous avons un certain nombre de problèmes. C'est pour ça qu'assez souvent, nous avons dit et nous revenons sur le fait que depuis 2002, toutes les élections qui ont été organisées l'ont été dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Ce que je viens de présenter, même dans des conditions difficiles, de pénurie d'électricité parce qu'on a du mal à faire un bon enregistrement avec la qualité de l'électricité aujourd'hui, ce qu'on vient de dire n'est qu'un échantillon. Mais tous ces problèmes peuvent être vus en grandeur. Et je pense que dans la poursuite de la réalisation de l'émission Grand Angle, nous aurons l'occasion de pénétrer et d'approfondir un certain nombre des aspects que nous avons. C'est pour ça que je vais à la conclusion. Et dans le cadre de la conclusion, je vais d'abord remercier les téléspectateurs pour les commentaires, pour les messages qu'ils me font parvenir, pour l'intérêt et cette sympathie, cette attention qu'ils m'accordent, en évoquant souvent le problème de la sécurité, de ma sécurité. Parce que semble-t-il que certains penseraient même que je ne suis pas au Congo. Non, je suis au Congo. Parce que je pense que l'émission Grand Angle se réalise dans un cadre légal et que nous respectons les lois et règlements de la République, à commencer par l'article 25 qui garantit la liberté d'expression. On peut évoquer les autres articles, notamment l'article 8 de la Constitution qui stipule clairement que la personne humaine est sacrée et que l'État a le devoir de la protéger. Il y a aussi l'article 9 qui dit que la liberté, il faut que l'on respecte la liberté humaine, etc. Et que nul ne peut être arbitrairement arrêté, accusé ou détenu, et que chacun a droit à un procès normal pour que nous allions. C'est pour ça que lorsque dans certains messages que je reçois, soit de façon directe, me concernant directement, soit de façon indirecte, en passant par
le média télé RTV R7, on me parle des menaces de mort. On me parle même des possibilités d'enlèvement. Mais j'ai dit, j'ai pris le soin de lire et de relire l'article 205 qui est relatif à la force publique. Cet article est clair. Mais avant de l'évoquer, je vais rappeler un certain nombre de faits que j'ai vus. Je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, que le 9 juillet 1990, j'ai été arrêté avec un certain nombre d'autres compatriotes et présenté comme cerveau penseur d'un coup d'État. C'était dans la démarche, dans la dynamique qui nous conduisait à la tenue de la conférence nationale souveraine. Je suis resté en prison du 9 juillet 1990 au 14 août 1990, où j'ai été libéré avec la plupart des prisonniers politiques de l'époque, dont les plus célèbres à l'époque. Il y avait le président Jean-Jacques Yombi Opango, Jachin Yombi Opango, Ndala Graille et un certain nombre d'autres personnalités. Nous n'avons jamais été jugés. Et Dieu merci, parce que en réalité, je ne me reconnaissais aucune culpabilité. Mais ce n'est pas tout. Pour les événements les plus récents, je rappelle aux Congolais que le 4 novembre 2014, Clément Mierassa a été victime chez nous dans le cadre des activités du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel et dans le cadre du combat que nous menions contre le changement de constitution. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la raison était de notre côté. Nous avons subi une agression violente, sauvage, au cours de laquelle les membres du mouvement citoyen ont été tabassés. Ma maison a été saccagée, mon bureau a été saccagé, mes voitures ont été endommagées, plusieurs actes ont été causés. Et à l'issue de cette journée sombre, la lutte, ce n'est pas un dîner de gala, ce n'est pas quelque chose qui se trouve sur un plateau d'argent. Et ce qui m'arrive dans le décollage, au contraire, ça me donne davantage de confiance. Et je peux vous rassurer que je peux continuer le combat qui est le mien. Tant au niveau du mouvement citoyen, de la plateforme, et je apporterai ma contribution pour l'alternance démocratique en 2016. Je vous remercie. Je voulais vous donner une information. À partir de 15 h, les trois plateformes, c'est-à-dire la plateforme de la société civile, le collectif Sauvons le Congo et le mouvement citoyen vont organiser un point de presse à la rue Mbeti au numéro 20, à Koto-Koto. Donc les trois plateformes réunies organisent un point de presse cet après-midi. Voilà l'information. Bon. Je vois je n'ai jamais comme avec moi. Dès que je lis ça, je pense à tout. Je dis ça la télé, je le viens. Bon, on va tenir des circonstances, on va les aider à faire du Là-bas écrit, c'est
la légalité ou non de la réunion que nous avons envisagée à propos de l'Assemblée générale du mouvement citoyen et le respect de notre constitution. Nous pensions, comme nous faisons nos réunions d'habitude, qu'il n'y avait aucun problème, mais il semblerait que cette réunion était déclarée, dit-on, illégale, parce que, semble-t-il, qu'on s'attendait à avoir une affluence et que cette réunion pouvait être le point de départ d'un déclic qui ferait que les mesures soient prises, ce qui n'était pas du tout notre conception. Et lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Bon, quand nous étions en train de nous réunir calmement, dès qu'ils sont rentrés, ils ont fait un passage en force, ils ont bousculé le portail, ils ont commencé à taper les éléments que nous avions mis au portail, et quand ils sont rentrés, parce qu'ils étaient assez nombreux, ils se sont éparpillés et ils se sont mis à taper tous les gens qui prenaient part à la réunion. Ils ont lancé, je crois, des bombes lacrymogènes, tous ces outils, et ils ont commencé à saccager la façade, mon bureau, taper les gens, prendre 10 tonnes d'argent, les portables, etc. Et après, ils ont dit qu'il fallait piller ma maison, et c'est là qu'ils sont rentrés pour saccager, etc. Et à la maison, qu'est-ce qu'on a pris exactement? Bon, à la maison, ce qui est fort que je retiens, c'est à quoi je tiens beaucoup, on a un ordinateur et 2 ou 3 images qui ont été prises. On a une imprimante, ce qui est quand même extrêmement difficile. Bon, ça, ils ont emporté, l'imprimante, ils l'ont cassé en sortant d'ici. Maintenant, ils ont pris un poste téléviseur plasma qu'ils ont bousillé juste là, au sortir de chez moi. Ils ont pris notre poste téléviseur, ils sont sortis avec des effets personnels, notamment une valise dans laquelle il y avait des habits qui n'étaient pas encore portés. En fait, ils ont amené un certain nombre de choses. Je leur dirais que ça ne sert à rien. Et si c'est la force publique, c'est pas le pire. L'ordre, c'est l'ordre. Et on ne peut pas à la fois se comporter en bandit et en personne censée faire respecter la Plus d'une trentaine de personnes avaient été arrêtées et ont séjourné plusieurs jours au niveau de la Direction générale de la surveillance du territoire. Nous avons fait le point, nous en avons informé l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous avons porté plainte et nous avons été surpris de découvrir qu'une ordonnance de non-lieu a été prise. Et lorsque nous avons fait appel, jusqu'à ce jour, ce dossier n'a jamais été traité. Comme quoi nous avons une justice qui fonctionne à 2 vitesses. Sinon, que l'on constate que lorsqu'il s'agit des opposants, il y a des problèmes qui sont mis en veilleuse, sauf, vous avez d'ailleurs le constat, lorsqu'il s'agit des scandales économiques et financiers, on peut y revenir. Mais le troisième exemple que je peux prendre sur la même veine, c'est quoi? Mais j'ai été surpris de découvrir dans une vidéo que le docteur Alex, membre de la société civile congolaise, qui avait été enlevé en mars 2021 et qui a été détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire actuel CID pendant plusieurs mois. J'ai découvert qu'il a fait une vidéo sur Télé TV R7 et dans cette vidéo, il a relevé clairement que lorsqu'il a été détenu à la CID, il lui a été demandé de citer le nom de plusieurs personnes politiques, personnalités politiques, dont Clément Nyerassa, pour lesquelles on souhaitait la mise aux arrêts. Et vous comprenez, donc de façon permanente, j'écoute vos messages, je les suis, je les lis, mais de façon permanente, il y a comme une attitude qui est réservée contre moi. Mais la question que je me pose, est-ce que la mort de Clément Nyerassa est la solution de la sortie de crise multidimensionnelle du Congo? Je dis non. Et pourquoi je dis non? Mais parce que nous avons connu et nous savons qu'il y a des illustres personnages dans ce pays, des grandes personnalités qui ont déjà donné leur vie. Assez souvent, on a même parlé de bêtises humaines. Je pourrais parler du président Marien Wabi. Je pourrais parler pour nous qui sommes catholiques du cardinal Émile Biayenda. Et parlant du cardinal Biayenda, j'ajoute une dose, puisque ceux qui m'envoient les messages évoquent souvent le fait qu'on peut venir m'enlever nuitamment, me tuer, etc. Je suis catholique. Et pas au niveau des catholiques, je pense toujours aux 10 commandements, notamment ceux qui sont relatifs au fait qu'on dit: tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas.
Et donc, au niveau de l'Église catholique, le respect de la vie humaine est quelque chose d'extrêmement sacré, et à laquelle moi, personnellement, j'y tiens et que je défends formellement. C'est pour ça, chers téléspectateurs, après avoir brossé ce tableau un peu sombre, qui me concerne personnellement, mais qui vous concerne, parce que de mon point de vue, ce n'est pas la vie de Clément Nyarassa qui est importante, mais c'est le Congo qui est important. C'est pour ça que je viens à vous dire. Nous continuerons à animer l'émission Grand Temps. Chaque fois que nous le pourrons, nous animerons l'émission Droit des savoirs. Et nous allons nous battre. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est d'informer les Congolais. Si on peut le faire, c'est de leur dire la vérité, rien que la vérité. Et enfin, de lancer le débat pour que nous apportons notre contribution à ce que le Congo sorte de cette grave crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis de nombreuses années. Donc, chers téléspectateurs, c'est là que je termine, en plus dans des conditions extrêmement difficiles, en souhaitant vous retrouver le samedi prochain, toujours dans notre émission Grand Temps, en espérant que nous trouverons un thème que nous allons développer qui nous permettra d'avancer. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite que nous nous retrouvons à notre rendez-vous le samedi prochain. Merci et à bientôt. Bon, je dois présenter mes excuses aux téléspectateurs pour une raison, un fait qui s'est déroulé indépendamment de ma volonté, mais qui tient compte du contexte que nous vivons dans le pays. Vous avez dû constater qu'à un moment donné, l'image a dû être dégradée. Mais c'est dû au fait que pendant que nous étions en pleine émission, il y a eu coupure de courant. C'est une habitude. Depuis 2 ou 3 jours, nous n'en avons pas. Et chaque fois qu'il arrive, il ne met pas du temps. Mais malheureusement, c'est dans ces conditions que nous nous efforcerons à ce que vous soyez informés et que vous suivez l'actualité avec les données que nous avons. Donc, je vous dis encore une fois, merci pour votre aimable attention et à la prochaine. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.